Hello, my name is Nick, and I'm going to be the next school shooter of 2018. My goal is at least 20 people in Parkland, Florida. It's going to be a big event. Et salut tout le monde, c'est Un Regard Neuf et j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude, ça va super. D'un médecin impliqué dans l'assassinat de 400 personnes en passant par un homme surnommé le vampire de Californie, si l'histoire de Jeffrey Dahmer sur Netflix vous a donné des frissons, les personnes qu'on va voir aujourd'hui vous feront probablement le même effet et plus encore. On part donc ensemble pour un deuxième épisode à la découverte de 9 personnes ressemblant à Jeffrey Dahmer dans la monstruosité et la cruauté. Then I strangled Josephine while she was down, and then I went over to Junior and put the bag on his head. She asked me to save her son, Junior. I put another bag over his head and took him to the other bedroom at that time. What did you do then? Put a bag over his head. I put a cloth over his head, a T-shirt, and a bag so he couldn't tear a hole in it. And he subsequently died from that. Numéro 1, Richard Trenton Chase, le vampire de Californie. Cet Américain né en 1950 a marqué les esprits non pas par le nombre de ses victimes, si sans tout, mais parce qu'il buvait leur sang et se livrait à des actes de cannibalisme. À l'âge de 25 ans, Chase a été placé contre son gré dans un institut psychiatrique après s'être injecté du sang de lapin dans les veines. Il a été relâché un an plus tard après un traitement aux psychotropes et confié à sa mère qui a décidé qu'il n'avait plus besoin de médicaments. Mais un an plus tard, le 29 décembre 1977, Chase a tué sa première victime et c'était très probablement lié au fait qu'il ne prenait plus ses médicaments. Et il ne fut finalement arrêté qu'un mois plus tard après en avoir tué 5 autres. Lors de son interrogatoire, il avait un discours complètement perché en disant qu'il devait boire le sang de ses victimes pour éviter que les nazis transforment le sien en poudre grâce à un poison qu'ils auraient placé sous son porte-savon. Il y en a pas. Il s'est finalement donné la mort dans sa cellule quelques mois après son arrestation à l'âge de 28 ans. Numéro 2, Hu Wanlin, le médecin chinois déjanté. Direction la Chine pour le prochain fou de la vidéo avec un homme nommé Hu Wanlin, un pseudo-médecin chinois qui s'autoproclamait guérisseur universel. Il aurait commis au moins 146 homicides et fortement soupçonné de plus de 190 au total. Et comme vous allez le voir, il agissait d'une manière complètement horrible. Après avoir gagné la confiance de ses patients qui étaient malades du cancer et désespérés de guérison, Hu Wanlin, convaincu dans sa tête que l'eau était la mère de toutes les infections, imposait à ses patients des traitements de déshydratation extrême afin de les vider, selon lui, de toutes les maladies présentes dans leur corps. Et quand on sait que le corps humain est en général constitué à 65% d'eau, vous imaginez les dégâts. Il donnait à ses victimes de très grandes doses de sel de Glauber, une substance également appelée mirabilite, utilisée pour fabriquer la soude et employée en petites doses comme laxatif. Et évidemment, la plupart de ces patients décédaient quelques jours ou quelques semaines après le traitement. Le tueur, qui jusque-là était resté insoupçonné, a été arrêté le 18 janvier 1999 à l'âge de 50 ans, non pas pour les meurtres, mais pour des accusations de pratiquer la médecine sans licence obligatoire. Et c'est par la suite en prison qu'il a été connecté à plus de 190 homicides et reconnu coupable de 146. Mais le plus choquant, accrochez-vous bien, c'est qu'il n'a pris que 15 ans de prison, une amende de 150 000 yuan, soit 20 000 € et la suspension de son droit de vote. Sorti de prison en 2015, il est aujourd'hui en liberté. Numéro 3, David Parker Ray, le tueur au coffre à jouets. David Parker Ray est un homme qui a terrorisé la région du Nouveau-Mexique durant de nombreuses années. Il a été surnommé le tueur au coffre à jouets en raison de ses méthodes de torture horribles qui consistaient à immobiliser et torturer ses victimes dans une remorque insonorisée souvent appelée boîte à jouets. Et comme vous le voyez à l'écran, les objets sont terrifiants. Et s'il n'a jamais été réellement prouvé qu'il était un tueur en série, on sait par contre qu'il torturait des femmes. La police le suspecte néanmoins d'avoir participé au meurtre de plus de 60 personnes, bien qu'aucun corps n'ait jamais été retrouvé. Ray avait aménagé un vieux mobil-home en chambre de torture à 100 000 $ dans lequel il torturait ses victimes. L'endroit qu'il avait baptisé l'antre du diable contenait des tonnes d'outils qu'il surnommait ses amis. Parmi ces outils, on trouvait des fouets, des pinces, des barres écarteurs, des chaînes, des poulies, des sangles, des lames chirurgicales, des seringues, des scies, etc., etc. Durant son enfance, David Parker Ray subissait des abus de la part de son père et adolescent reclus et rejeté, il a commencé à devenir dépendant à l'alcool et à la drogue. Et son règne de terreur a duré de la fin des années 90 jusqu'au 22 mars 1999 où une de ses victimes est parvenue à s'évader après avoir été kidnappée et torturée pendant 3 jours.
Pour s'échapper, elle a attendu que David Parker Ray parte au travail avant d'attraper les clés que sa complice avait laissées sur la table. Et après une lutte acharnée et une bagarre extrêmement longue avec la complice du tueur, la victime réussit à s'échapper en plantant un pic à glace dans le cou de la complice. La police a ensuite arrêté David Parker Ray, sa complice, et le FBI a placé sur place 100 de ses agents pour examiner les lieux. Il a été condamné à 224 années de prison pour torture et enlèvement de nombreuses femmes et sa complice a écopé de 36 ans d'incarcération pour avoir participé au crime. Et finalement, le 28 mai 2002, alors qu'il était transféré dans une prison du Nouveau-Mexique pour y subir un interrogatoire, David Parker Ray est décédé d'une crise cardiaque. Numéro 4, Dennis Rader. On continue avec Dennis Rader, un tueur en série américain reconnu coupable de 10 meurtres et surnommé BTK, qui est l'abréviation de Bind, Torture and Kill, qui signifie ligoter, torturer et tuer. Il s'est d'ailleurs lui-même attribué ce surnom dans des échanges qu'il a eus avec la police. Complètement fou et attiré par des fantasmes sadiques et violents, il commence sa carrière de meurtrier en torturant des animaux, puis passe aux humains en étant très organisé et en suivant et espionnant ses victimes plusieurs semaines avant de passer à l'acte. Il faisait des croquis et avait des carnets de notes remplis d'idées sombres, puis une fois son plan élaboré, il attaquait ses victimes et les torturait. Then I strangled Josephine while she was down, and then I went over to Junior and put the bag on his head. After that, Mrs. Otero woke back up, and she was pretty upset in what's going on. So I came back, and at that point in time, strangled her. For the death strangle at that time. With your hands or what? No, with a cord, with a rope. And then I think at that point in time I redid Mr. Otero, put the bag over his head, went over and then took Junior. Before that, she asked me to save her son, so I actually had taken the bag off, and then I was really upset at that point in time. So basically, when Mr. Otero was down, Mrs. Otero was down, I went ahead and took Junior, I put another bag over his head and took him to the other bedroom at that time. What did you do then? Put a bag over his head, I put a cloth over his head, a t-shirt and a bag so he couldn't tear a hole in it. And he subsequently died from that. Et parmi les choses choquantes qu'il faisait, il y a le fait qu'après chaque crime qu'il commettait, il envoyait des lettres à la police en décrivant chaque détail de ses meurtres. Bon, de base, au début, il ne voulait pas discuter avec la police, mais un jour, la police arrête un déséquilibré mental nommé Gar Sebring ayant agressé un enfant, et lors de son interrogatoire, l'homme avoue le meurtre de plusieurs victimes de Dennis Rader. Et il livre même le nom de 2 complices présumés qui sont en réalité des déséquilibrés comme lui. Et comme l'a dit Dennis Rader, fou furieux que quelqu'un s'attribue ses propres exploits, il décide d'envoyer une lettre à la police en racontant la vraie version avec tous les détails des meurtres et en narguant les forces de l'ordre. Il leur a écrit « Je vous écris cette lettre pour vous faire économiser l'argent des contribuables et votre temps. Les 3 types que vous avez arrêtés ne parlent que pour tenir le devant de la scène grâce au meurtre. Ils ne savent rien du tout, je l'ai fait moi-même, sans aide et sans discussion. Mettons ça au clair, mes mots de code seront les ligoter, les torturer, les tuer, BTK, et ils seront sur la prochaine victime. » Enfin bref, un complètement taré, après une cavale de plus de 30 ans, il est enfin attrapé en février 2005 et condamné à 10 peines d'emprisonnement à perpétuité. Il a actuellement 77 ans et purge sa peine dans la prison de haute sécurité d'Eldorado. D'ailleurs, tout comme Jeffrey Dahmer, la couverture médiatique de l'affaire a donné au tueur en série une notoriété internationale. Et depuis son arrestation, son histoire a été largement adaptée au cinéma, à la télévision et a fait l'objet de nombreux documentaires. Numéro 5. Le prochain est un jeune adulte que vous connaissez peut-être du nom de Nicolas Cruz, auteur de la fusillade de Parkland. C'est une des fusillades les plus meurtrières dans le milieu scolaire qui a eu lieu aux États-Unis en 2018. Nicolas Cruz a tué 17 personnes et fait 15 blessés et il était qualifié de psychopathe et de raciste par ses camarades de classe. Et d'après les rapports de police, c'est justement cette intimidation qui l'a poussé à passer à l'acte. Le plus étonnant, c'est que juste avant son acte, il avait fait une vidéo sur les réseaux sociaux où il parlait de son plan et de ce qu'il allait commettre dans les heures suivantes. Hello, my name is Nick, and I'm going to be the next school shooter of 2018. My goal is at least 20 people with an AR-15 and a couple tracer rounds. I think I can get done. Location is Stone Douglas in Parkland, Florida. It's gonna be a big event.
Il a avoué ses différents crimes devant les inspecteurs et son procès est toujours en cours. Ses avocats ont d'ailleurs dit que Nicolas Cruz plaiderait coupable s'il avait une peine de prison à vie au lieu de la peine de mort qui est encore en vigueur dans l'état où il a commis son acte. Numéro 6, Gonzalo Lopez. L'année dernière, en 2022, Gonzalo Lopez, un criminel détenu aux États-Unis, a réussi à s'échapper de la prison où il était enfermé depuis l'année 2006. Il était condamné à perpétuité pour un meurtre barbare commis avec une pioche et un enlèvement et a réussi à s'échapper lors d'un transfert dans une autre prison malgré ses attaches aux mains et aux pieds. Mais si plusieurs années de prison changent certaines mauvaises personnes en de meilleures personnes, ce n'est pas du tout le cas de Gonzalo Lopez qui avait sur lui un couteau qu'il avait fabriqué lui-même et a réussi à planter le chauffeur et à s'évader du bus pénitentiaire. Et le pire reste à venir, dans sa cavale qui a duré 3 semaines, il a décidé d'assassiner une pauvre famille d'innocents. 4 adolescents et leur grand-père étaient tranquillement chez eux quand Gonzalo Lopez a décidé sans raison de mettre fin à leur vie. Après cet acte monstrueux, Gonzalo Lopez vole leur voiture et c'est un des membres de la famille de la victime, inquiet que ses proches ne répondent pas, qui donne l'alerte aux policiers. Les policiers arrivent dans la maison et trouvent les 5 corps gisant sur le sol et sans vie. Et constatant l'absence de la voiture familiale, un pick-up Chevrolet, les enquêteurs ont alors donné l'alerte et c'est justement au volant de cette voiture que Gonzalo Lopez avait été repéré. Pris en chasse et poursuivi par la police, Gonzalo ouvre le feu sur les agents sans les atteindre et il est finalement abattu par la police dans la nuit du 12 mai 2022. Et malgré la tragédie et les victimes, cette annonce a été un véritable soulagement pour tous les habitants de la région. Et comme l'a dit le responsable de l'administration pénitentiaire du Texas, nous sommes maintenant soulagés et Lopez ne fera pas de nouvelles victimes. Numéro 7, le Dr John Botkin Adams. En 1957, le très célèbre Dr John Botkin Adams fait la une des journaux britanniques. Et malheureusement pas pour ses talents d'excellent médecin, mais pour son procès surnommé le procès pour meurtre du siècle. Il était impliqué dans une affaire d'assassinat de plus de 400 personnes. Entre 1945 et 1956, le docteur avait été bénéficiaire 132 fois dans les testaments de ses patients d'une part de l'héritage. Et il avait également reçu des cadeaux très coûteux comme 2 Rolls-Royce. Ces faits occasionnent des rumeurs qui se propagent dans la ville et on l'accuse rapidement d'avoir assassiné volontairement ses patients et influencé leurs décisions concernant le testament. Plusieurs de ces patients décèdent de causes ne semblant pas naturelles et on retrouve des traces de drogue et de morphine dans les corps de plusieurs de ces patients. Il est finalement jugé en mars 1957, mais après un procès qui capta l'attention de tout le pays durant 17 jours, Adams fut déclaré non coupable mais radié de l'ordre des médecins durant 4 ans. Alors beaucoup de personnes ont crié au scandale et au procès faussé et selon certaines archives, il était soupçonné d'avoir tué 163 patients dans la ville et ses environs. Mais évidemment, il était extrêmement difficile de remonter jusqu'à lui dû au fait que les meurtres n'étaient pas récents et les moyens à cette époque étaient beaucoup moins perfectionnés qu'aujourd'hui. Dans tous les cas, cette histoire reste pleine de mystères et plus tard, Adams a été reconnu coupable de 13 effractions telles que des fraudes sur médicaments ou ordonnances ou encore mensonges sur des formulaires de crémation. Il décédera à l'âge de 84 ans en 1984 avec l'équivalent de plus de 500 000 € sur le compte car il avait reçu des legs jusqu'à la fin de sa vie. Numéro 8, le tireur du cinéma d'Aurora. James Holmes, plus connu sous le nom du tireur du cinéma d'Aurora, a été condamné en 2015 à, accrochez-vous bien, 33 318 années de prison pour avoir tué 12 personnes et en avoir blessé 70. Âgé de 24 ans lors des faits, il était un adolescent normal ayant décroché son diplôme et sans souci mental répertorié. Mais le 20 juillet 2012, il entre armé, masqué et équipé d'un gilet pare-balles dans une immense salle de cinéma, il lance une bombe lacrymogène et ouvre le feu sans aucune distinction. L'âge de ses victimes va de 3 mois à 45 ans. Les procureurs avaient argumenté en faveur d'une condamnation à mort encore en vigueur dans son état car ils ont dit qu'il avait minutieusement planifié le massacre. Il disposait d'assez de munitions pour tuer tous les spectateurs de cette salle de cinéma où 400 personnes étaient présentes et il souhaitait d'ailleurs en tuer le maximum possible. Ses avocats ont essayé de plaider la folie mais évidemment sans succès. Il a finalement échappé à la peine capitale et il a été condamné à 3318 années de prison, donc à la perpétuité. Et le numéro 9. On termine la vidéo avec un homme dont on avait déjà parlé mais qui encore une fois entre bien dans le thème du jour. Esteban Carpio est un ancien coiffeur des États-Unis qui vivait une vie assez normale jusqu'à ce qu'il tombe dans des histoires de trafic de drogue. Carpio est interrogé en salle d'interrogatoire lorsqu'il a demandé à un des 2 agents s'il pouvait avoir un verre d'eau. L'un des 2 policiers est allé lui chercher quelque chose à boire, mais c'était une erreur vu que Carpio n'était pas menotté et le criminel a profité de l'absence du policier pour s'en prendre à son collègue. Rapidement, l'histoire dégénère et Carpio lui vole son arme de service et lui tire dessus à 2 reprises.
Puis Carpio a pris la fuite en se jetant par la fenêtre du 3e étage, il s'en est sorti mais 45 minutes plus tard, la police le rattrape. Il ne se laisse pas faire et comme vous le voyez, il a fini bien amoché. Bon, certains policiers ont expliqué que ses blessures avaient été causées par sa chute de 3 étages et d'autres, un petit peu plus honnêtes à mon avis, ont avoué avoir frappé le criminel au visage plusieurs fois afin de le neutraliser. Pour sa part, Carpio a tenté de plaider pour des problèmes mentaux mais il a été déclaré coupable et il devra passer le restant de ses jours derrière les barreaux pour le meurtre d'un policier. Et pour ceux qui se posent la question concernant son masque, il y a 2 versions, certains disent qu'on lui a mis pour qu'il évite de cracher sur les avocats et les jurés, et d'autres ont dit que c'était pour cacher ses blessures. Alors petite question pour finir, laquelle de ces anecdotes et histoires que vous ignoriez vous a le plus surpris? Comme d'habitude, n'hésitez pas à le mentionner dans la section commentaires. Et encore une fois, si ce n'est pas déjà fait et que la vidéo vous a plu, je compte sur vous pour laisser un petit like et un abonnement afin d'être averti des prochaines vidéos sur le même thème. On se dit donc à très bientôt, prenez soin de vous et à la prochaine.